Bonjour, vous écoutez le balado Regard croisé sur l'environnement de la Faculté des Arts et des Sciences de l'Université de Montréal. Mon nom est Christian Nadeau, je suis professeur au département de philosophie et j'aurai le plaisir d'animer ce balado. Dans chaque épisode, 2 professeurs de l'Université de Montréal, provenant de disciplines variées, aborderont l'environnement selon leur propre perspective. Bonne écoute. Alors, nous recevons maintenant Éric Lachapelle, professeur au département de sciences politiques, et Jean-François Lapierre, professeur au département de sciences biologiques. Alors, bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. J'aimerais vous demander d'abord de vous présenter, de présenter votre recherche, votre spécialisation. Vous pouvez aussi nous parler de votre formation, c'est toujours intéressant, et de me donner, ou de nous donner plutôt, votre définition de l'environnement. On peut peut-être commencer par vous, Jean-François. Oui, j'ai une formation en sciences biologiques, mais disons avec une spécialisation en limnologie. C'est l'étude des eaux intérieures, des écosystèmes d'eau douce. Donc, je suis professeur au département de sciences biologiques depuis 2016. Ma recherche porte principalement sur le cycle aquatique du carbone. Qu'est-ce qui se passe avec le carbone principalement qui est produit, qui est transformé sur Terre, qui va s'écouler dans les écosystèmes aquatiques, qui peut être stocké dans les sédiments, réémis vers l'atmosphère ou exporté vers les océans. Ça a beaucoup d'impact sur le cycle global du carbone, incluant un impact humain potentiellement, si on pense au changement climatique, aux réservoirs hydroélectriques. Ça a tout plein d'impacts sur les services écosystémiques, comment ça impacte l'utilisation qu'on peut faire des écosystèmes d'eau douce, par exemple. Puis mon approche à l'environnement aussi qu'on demandait, pour moi, à la base, c'est d'avant tout un concept physique, dans le sens qu'il pourrait avoir un environnement sur la Lune, sur Mars, sauf qu'il n'y a pas d'organismes vivants qui interagissent dans ces environnements-là. Ici, notre environnement il peut être principalement naturel, il peut être perturbé par l'activité humaine. Donc, on parle beaucoup d'environnement ici, souvent dans un sens où c'est sous-entendu quel devrait être l'état naturel, disons, de l'environnement ou s'il n'y avait pas d'impact humain. Mais à la base, il y avait déjà un environnement qui existe. Donc, la façon que je l'aborde, beaucoup dans mes recherches, mais aussi même, si je parle d'environnement dans un cours avec mes enfants, je sais qu'il y a un aspect souvent très humain relié à l'environnement, avec sous-entendu comment nous, on affecte avec nos pratiques humaines, avec nos habitudes de consommation, par exemple, le fonctionnement des écosystèmes à la base. Donc, en fait, si je comprends bien, l'environnement peut être pensé en dehors de la nature, en fait. Donc, parce que l'environnement, c'est tout ce qui constitue un espace. C'est bien ça? Ben, je dirais que de mon point de vue, je le vois plutôt comme ce qui est en dehors de la nature, nous, disons, peut avoir un impact sur l'environnement. Puis ensuite, un environnement, c'est sûr qu'on peut l'utiliser à différentes sauces. Mais moi, dans ma recherche, puis je dirais de façon personnelle aussi, je l'aborde vraiment comme un concept physique sur lequel on peut avoir un impact. Éric Lachapelle? Oui, merci. Alors, moi, je suis un politologue, donc formé en sciences politiques de l'Université de Toronto. Ma recherche porte sur l'intersection des politiques climatiques surtout, mais politiques environnementales en général, de la communication environnementale et politique et des sciences sociales plus généralement. Donc, au cœur de mes recherches se trouvent les perceptions. Je vais faire un lien tantôt avec ma définition d'environnement, mais je traite les perceptions comme à la fois une variable indépendante et dépendante. Donc, comment les perceptions, comment l'environnement et les politiques climatiques sont perçus par les acteurs politiques, incluant les entreprises, les décideurs publics et différents groupes de la société civile, et comment ces acteurs, qu'il s'agisse d'ONG, des mouvements sociaux ou des gouvernements, vont mobiliser des soutiens pour promouvoir ou bloquer des politiques environnementales. Alors, et comme variable dépendante, quels sont les mécanismes et les facteurs qui vont façonner les perceptions sur l'environnement? Donc ici, on peut parler des conditions matérielles et physiques dont on a parlé, mais aussi les biais cognitifs qui rentrent en compte. Et après ça, sur la question de la mobilisation, comment ces perceptions-là sont mobilisées par des acteurs politiques, il y a toujours une interaction avec les institutions politiques. Alors, certaines institutions politiques vont faire en sorte que certaines perceptions vont avoir plus de poids politique que dans d'autres contextes institutionnels. Alors ça m'emmène à définir l'environnement de manière un peu plus large.
bien que j'accepte que c'est fondamentalement une question physique, les conditions matérielles qui vont influencer le développement de la vie sur la planète et la survie des organismes. Je vois aussi l'environnement comme un construit social. Et comme construit social qui se confronte à plusieurs choses, non seulement aux dynamiques naturelles, mais aussi à des forces et à des conceptions culturelles, politiques, économiques et sociales. Donc, c'est un espace de confrontation. L'environnement est comme un espace de confrontation où les décisions politiques, les pratiques sociales et les perceptions publiques jouent un rôle crucial. Donc, pour moi, l'environnement et pour ma discipline, l'environnement n'est pas seulement un système physique complexe, dynamique, etc., mais c'est aussi un espace de conflit, surtout, de négociation et de consensus sur la manière dont nous devrions interagir avec la nature et gérer les ressources. Et j'aimerais peut-être juste rebondir sur le point mentionné sur l'idée que c'est quelque chose qui nous entoure. Mais ça aussi, c'est une conception intéressante parce que il y a d'autres façons de concevoir l'environnement qui va dire que nous sommes l'environnement et l'être humain, l'humanité fait partie de son environnement. Donc, une séparation entre l'environnement, les conditions physiques versus l'être humain, le côté social, c'est une conception, mais une autre conception, c'est de concevoir un peu que nous faisons partie aussi de l'environnement et nous sommes une pièce qui interagit avec ce monde naturel. J'imagine que, parce qu'à plusieurs reprises, vous avez fait la distinction, enfin pas une distinction forte, mais entre climat et environnement. C'est-à-dire, vous avez dit plus spécifiquement justice environnementale. Et c'est vrai que dans le débat public, parfois on a l'impression qu'on réduit l'un à l'autre. C'est-à-dire que toutes les questions environnementales, ce seraient finalement uniquement des questions climatiques. Est-ce que vous avez cette impression aussi qu'on a ce genre de confusion dans le débat public parfois? Oui, peut-être un petit peu. Je pense que, puis j'ai cette discussion justement avec mes étudiants un peu plus radicaux, disons-le comme ça, que les changements climatiques prennent beaucoup de place dans le débat public et on a tendance à voir les questions environnementales comme des questions climatiques. Mais il y a d'autres problèmes environnementaux. Tout est relié, il faut bien le dire. Mais la crise de la biodiversité, c'est lié à la crise climatique, mais c'est aussi quelque chose qui est peut-être un peu plus négligé, mais aussi important, voire plus important, parce que c'est la biodiversité qui va soutenir notre capacité de continuer à survivre sur cette planète. Alors, non, c'est très bien. Jean-François? Ben, je ne sais pas si je suis d'accord. Ben, je pense qu'on en parle beaucoup ces temps-ci du climat, certainement, mais selon les aléas du climat, selon les circonstances, là, on a des ouragans, on a eu des inondations, on a eu des pluies diluviennes, on a des milliards de dollars en dégâts. Fait que ça prend beaucoup de place, mais parfois on parle beaucoup de biodiversité, d'espèces exotiques envahissantes, d'accès à l'eau potable ou pas. On a eu des enjeux même ici au Québec, mais il y en a partout dans le monde. Je pense que ça dépend beaucoup des dernières catastrophes qu'on a eues. Puis souvent, là, les catastrophes climatiques se succèdent assez rapidement. Mais je ne sais pas si c'est tant que ça dominé seulement par le climat, mais c'est vrai qu'on dirait que ces temps-ci, ça prend beaucoup de place à cause de ces catastrophes-là, mais aussi probablement parce que, justement, on parlait d'environnement physique. Le climat va beaucoup dicter là, un peu une espèce de... je suis en train de le mimer, là, des contraintes physiques qui vont favoriser ou pas des circonstances favorables ou pas pour notre bien-être humain, entre autres. Mais ou comme la biodiversité. Oui, exactement. Le climat va avoir un effet sur la biodiversité et vice-versa. Ouais. Parfois, on va carrément perdre des environnements qui devraient favoriser la présence ou non de certaines espèces, carrément, ou la survie ou les taux de compétition. Mais une distinction que j'aimerais faire, c'est que quand les gens parlent des changements climatiques, et là, je parle de monsieur et madame tout le monde, encore une fois, sur les perceptions, les gens s'en rendent compte que ça va mal. La plupart des gens s'en rendent compte qu'il y a quelque chose qui se passe. Puis de plus en plus, tu as parlé des inondations, des effets néfastes des changements climatiques. Mais provenant de ma recherche, lorsqu'on parle de biodiversité,
Les gens pensent que ça va bien. Il y a plusieurs gens qui pensent que c'est stable ou que ça va bien. Et donc, il y a une petite distinction là à faire entre la reconnaissance du problème climatique versus la reconnaissance de la crise de la biodiversité. Et même si on argumente que les changements climatiques est peut-être dominant, mais qu'on parle aussi d'autres choses, et c'est vrai, on a eu la COP récemment sur la biodiversité. J'ai comme l'impression que les gens sont un peu moins conscients de à quel point la crise de la biodiversité les touche et est très préoccupant pour les scientifiques. Entre nous, on comprend, mais pour monsieur et madame tout le monde, je pense pas qu'ils sont aussi au courant d'à quel point c'est un problème. J'aimerais vous entendre, on reviendra plus tard sur le débat public, mais j'aimerais vous entendre sur quelque chose qui a été dit au début et qui est lié justement à ce que vous dites au sujet du débat public. C'est, on parle parfois de mauvaise interprétation de la question environnementale dans le débat public, mais est-ce que c'est possible aussi dans la recherche? Est-ce que c'est possible que parfois dans la recherche, il y ait certaines confusions, d'après vous, au sujet de l'objet environnement ou que parfois certains éléments ne soient pas tenus en compte? Par exemple, tout à l'heure, vous disiez, vous parliez tous les deux du rapport entre, disons, l'objet de l'environnement et puis l'étude de l'environnement. Et parfois, on a tendance à oublier que l'étude de l'environnement se situe aussi dans un environnement, en fait. Et donc, forcément, il y a, de la même façon que l'environnement est affecté par l'intervention humaine, de la même façon, la recherche, elle est affectée aussi par, disons, soit mes informations scientifiques, ou soit parfois par des biais cognitifs, ou par autre chose. Peut-être par l'urgence, par exemple, d'avoir à rendre compte de la situation. J'ai pas l'impression qu'il y a tant de débats en recherche en environnement. On exprimait d'emblée deux visions assez différentes de l'environnement, mais pourtant, j'étais en désaccord avec rien de ce que tu as dit. Mm-hmm. Pour moi, c'est simplement deux visions. Puis si on pose la question à 10 ou 100 expertes en environnement, la plupart du temps, on va avoir 100 réponses qui se ressemblent beaucoup. Il y a un certain consensus. Peut-être que si on demande le top 10 des priorités, ça ne sera pas tout à fait les mêmes, mais pour ou contre... les chevreuils à Longueuil ou l'abattement des chevreuils à Longueuil, Nordvolt ou des enjeux d'actualité en environnement, la plupart du temps, le consensus est assez clair. Donc, je ne sais pas si le débat scientifique est si vif, mais c'est sûr que notre façon de l'aborder, selon notre discipline, selon notre champ d'expertise, très, très précis, très, très poussé, l'angle ne sera pas toujours la même. Il y a des gens qui vont l'apporter de point de vue purement physique, chimique, au niveau des contaminants, de la biodiversité, au niveau de la crise climatique, au niveau des enjeux sociaux, politiques. Des gens vont plutôt se demander comment mieux transposer la science vers les milieux décideurs, versus certaines personnes vont vraiment essayer de mettre des chiffres ultra précis sur l'effet, les liens de cause à effet qui peuvent exister. D'ailleurs, probablement qu'on parlait de biodiversité tout à l'heure, probablement que le lien de cause à effet au niveau de nos actions et de la biodiversité et d'un impact d'un changement dans la biodiversité sur notre vie au quotidien est probablement moins clair pour le commun des mortels. Ça fait probablement partie des enjeux en recherche. Mais au niveau de la recherche en tant que telle, je suis rarement en contradiction, en conflit ou en débat fondamental avec mes collègues, bien qu'on n'ait pas les mêmes priorités. Je ne sais pas comment ça... Oui, c'est intéressant la question de priorité. Je pense sur un certain nombre de questions, il y a un consensus, effectivement. Mais après qu'on creuse un petit peu, surtout au niveau des interprétations, je pense que c'est ici qu'on peut avoir quand même des débats entre scientifiques et même entre les disciplines. Donc, un biologiste, puis un chimiste, puis d'autres types de sciences naturelles vont avoir leur propre priorité, leur propre façon méthodologique d'étudier l'environnement. Et je pense que parfois, ça peut mener à peut-être pas à des conclusions différentes au niveau du fond, mais certainement au niveau de l'interprétation, des solutions, puis qu'est-ce qu'on doit faire. Je détourne toujours ça au débat public, là, mais vous voyez mon background. J'ai tendance à voir plus de controverses que d'autres personnes pourraient le voir. Et ça, c'est à cause de mon background qui étudie des relations de pouvoir, qui étudie la formation d'alternatives dans les politiques publiques.
Et c'est ici que je trouve que même à l'intérieur de la communauté scientifique, on peut avoir des débats, même des climatologues, des modèles climatiques, à quel point est-ce que c'est préoccupant ou pas. Il y a une question de valeur qui rentre en compte, il y a une question de priorité, il y a une question de notre objet d'étude qui est différent, les méthodologies qui sont différentes, et parfois, ça peut mener à des conclusions différentes. Et c'est pas une mauvaise chose en soi, parce qu'on a besoin de ce genre d'informations, mais en même temps, ça soulève la question de la limite des sciences pour résoudre des problèmes, la gestion de l'environnement. Ce que je trouve intéressant dans les deux réponses, c'est que là où j'aimerais vous entendre, en fait, parce que vous dites d'un côté, il y a des débats, de l'autre, mais peut-être pas au même niveau. Ensuite, ce que vous dites, c'est que sur des questions de fond, il y a une espèce de consensus. Personne n'est climato-sceptique, par exemple. En tout cas, dans le milieu universitaire, il y a une espèce qui doit être très rare. Mais on pourrait supposer, par contre, que, justement, c'est-à-dire qu'il est difficile de voir le débat parce que le débat n'est peut-être pas si présent que ça. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de plateformes où des chercheurs d'horizons vraiment différents, des chercheurs et des chercheuses, peuvent discuter ensemble? Autrement dit, est-ce qu'il y a une possibilité de débat et qui permettrait peut-être aussi d'avoir une espèce de, disons, on est peut-être plus dans votre domaine, mais disons une sociologie de la recherche d'une certaine manière, c'est-à-dire de voir un peu quelles sont les priorités, justement. C'est-à-dire, parce qu'il y a des enjeux, je pense, évidents de méthodologie, il y a des enjeux d'appréhension de la question de l'environnement, donc des enjeux vraiment que nous, on qualifierait d'enjeux de philosophie des sciences, en fait. Mais il y a aussi des enjeux axiologiques, il y a des enjeux de valeur. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement la méthode, en fait, qui donne un regard différent sur l'objet, c'est aussi le type de valeur qui est sous-jacente à la méthode. Puis au risque de me tromper, là, mais alors ça, cette partie-là... mais prenons un exemple comme les déchets nucléaires. Un biologiste va étudier le dossier, puis il va voir que des risques. Bien, il va voir des risques. Un chimiste ou quelqu'un qui est plus technique, qui va peut-être tenter lui, il va être motivé par ses valeurs de trouver des solutions sécuritaires pour stocker les déchets nucléaires. Donc, ici, selon nos priorités, selon notre formation, selon notre background, les valeurs qui nous mènent, je pense qu'il y a des valeurs sous-jacentes à l'intérieur même des différentes disciplines, à l'intérieur des sciences naturelles, qui peut mener à des perspectives différentes, à des solutions et à des prises de position politiques différentes. Et c'est là que je vois la possibilité où il y aura peut-être plus de débats qu'on pourrait le voir sur des questions de fond. Sur la question de... climato-sceptique, est-ce que je voulais dire quelque chose là-dessus? Non, je pense qu'il n'y a pas de climato-sceptique, mais à l'intérieur du GIEC, tu sais, le groupe, le IPCC en anglais, il y a 3 groupes de travail, hein? Et dans le premier groupe de travail, on travaille plus sur la physique, les causes des changements climatiques, si on veut. Et là, il y a quand même un consensus assez présent qui évolue dans le temps puis qui se renforce dans le temps. Mais dès qu'on rentre dans les groupes 2 et groupe 3 là, sur les impacts des changements climatiques et quelles sont les significations de ces impacts-là, on a plus de débats. On a plus de débats surtout dans le 3e groupe de travail dans lequel je vais interagir avec des économistes, avec des personnes plus techniques sur les solutions techniques. Et ici, on va avoir encore plus de débats. Donc, dépendamment de notre objet d'étude, justement, puis les controverses qu'on traite, il y a possibilité d'avoir plus de perspectives. Et donc, je vais y arriver, je ne veux pas voler mon punch pour plus tard, là, mais parfois, on a l'impression que, si on parle de vision, là, parfois, on a l'impression que plus de science va régler, et je crois dans les sciences pour informer les décisions politiques. Mais parfois, je pense qu'on a une position erronée qui pense que la science va nous mener aux solutions, pendant que je n'y accepte pas. Je pense que plus de science
va soulever plus de connaissances scientifiques, certes, mais plus de connaissances scientifiques peut aussi mener à plus de reconnaissance d'incertitudes. Et plus de reconnaissance d'incertitudes peut mener aussi à plus de possibilités pour des acteurs politiques de prendre certains faits, d'instrumentaliser un peu la science. Et donc, plus de science n'est pas nécessairement la solution aux différentes crises environnementales qu'on voit. Ça fait partie de la solution, mais il faut reconnaître un peu son rôle. Ben c'est ça, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a, disons, des perspectives qui sont essentiellement d'analyse du phénomène, des questions environnementales, mais il y a aussi des questions, disons, fondamentalement axiologiques, puisqu'il s'agit de faire l'évaluation, donc d'accorder une valeur à est-ce que cet impact est grave, est-ce qu'il est anodin, Jean-François? Mais ouais, ben, pour revenir à la question de débat, je suis d'accord, puis je pense qu'au début, j'ai peut-être répondu à la question avec, disons, un a priori que débat égale controverse ou égale nuisible. Mais en réalité, le débat que tu décris, avec l'exemple des déchets nucléaires, en fait, je pense qu'il est souhaitable. Parce que c'est pas qu'on ne s'entend pas, est-ce qu'on doit avoir une usine nucléaire ou pas, c'est quels sont les facteurs de risque, quelles sont les meilleures façons de le stocker. Tu ne l'as pas nommé, mais quels sont les rapports coûts-bénéfices en termes d'empreinte carbone, en termes d'impact sur la biodiversité, l'empreinte physique, même littéralement, le nombre de mètres carrés qu'utilise une usine nucléaire comparativement à un réservoir hydroélectrique est tout à fait minime. Il y a toutes sortes d'enjeux. Donc, dans ce cas-ci, c'est vrai qu'on n'aura pas tous et toutes les mêmes priorités ou les mêmes écoles de pensée, mais dans ce cas-ci, la solution est peut-être plus intégrative, puis la synthèse des différents éléments débattu, on devine dans le cadre peut-être de discussion, peut mener à une valeur ajoutée intéressante. Je faisais partie d'un groupe de discussion. On était une quinzaine d'organisations pour élaborer les priorités, évaluer les priorités du plan eau. Donc, c'est un plan qui vient d'être lancé il y a un mois environ, pour un investissement de 500 millions de dollars du gouvernement du Québec pour la protection des écosystèmes aquatiques, de l'eau douce en tout cas. De la ressource en eau au Québec. Il y a un plan nature qui a été lancé plus tôt cette semaine, 650 millions pour la biodiversité. C'est exactement ce qui se passe. Tu parlais du GIEC aussi. C'est exactement ce qui se passe. Tu as tout plein de personnes qui représentent des groupes avec des intérêts différents. Nous, on représentait la recherche, la science, mais il y avait des gens qui représentaient les municipalités, les gouvernements, le milieu public, le milieu privé, l'industrie. Les points de vue sont différents, mais ça ne veut pas dire qu'on ne s'entend pas sur la raison d'être, mais des fois, les priorités, où on met l'argent, qu'est-ce qui devrait être fait d'abord. Ça, il y a beaucoup de débats, effectivement, mais je pense que c'est un débat qui est important et qui est nécessaire. Puis justement, j'ai trouvé intéressant que le milieu de la recherche soit impliqué dans des débats pas dans des débats, mais dans des initiatives comme le GIEC ou comme le plan eau, le plan nature que je viens de nommer. Parce que c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de connaissances qui existent, il y a beaucoup d'actions qu'on peut déjà mettre en place qui sont connues, mais il y a encore beaucoup de besoins de connaissances pour savoir, entre autres, les priorités, les principaux, les points de levier, là où le retour sur l'investissement est le plus important. Il y a beaucoup de solutions connues pour lesquelles on ne sait pas exactement, on ne peut pas quantifier le succès, parfois, des mesures qui sont en place. Donc, je partage l'inquiétude par rapport à quantifier encore plus d'incertitudes. Personnellement, ce n'est pas du tout mon approche. Ce n'est pas mon intérêt en recherche d'aller quantifier l'incertitude. Moi, je suis beaucoup plus intéressé à aller quantifier, par exemple, l'impact de solutions qu'on met en place pour, par exemple, si on conserve un nombre X de mètres carrés, quelle est l'amélioration de la qualité de l'eau, le nombre de tonnes de carbone qu'on a stocké ou qu'on ne perdra pas, le pourcentage d'inondation qu'on risque de protéger. Je pense qu'il y a encore beaucoup de recherches qui peuvent être faites pour, disons, de façon positive, pas pour documenter les enjeux, mais pour aussi documenter les solutions. Oui, ça, c'est un élément qui m'apparaît extrêmement important parce que sinon, effectivement, on a l'impression que la question environnementale est toujours vue uniquement comme une tragédie, en fait. Ce qu'elle est aussi, là, il ne faut pas le nier, mais comme si c'était un act of God, là, comme si finalement tout ça ne... Et donc, si nous sommes prêts à accepter que nous faisons partie du problème, normalement, nous faisons aussi partie de la solution,
qui est à évaluer justement aussi les solutions, pas juste à évaluer la nature du problème. J'aurais voulu vous entendre aussi sur l'université au sujet de l'environnement, c'est-à-dire comment vous voyez la place, bon, on a déjà commencé à parler de la place de l'environnement dans vos recherches, qui dans les deux cas est fondamentale, mais comment voyez-vous les sciences de l'environnement à l'intérieur de la recherche universitaire en général? C'est une question assez difficile parce que, d'abord, on a tous et toutes une vision différente de l'environnement, donc peut-être qu'on ne l'aborde pas de la même façon dans nos recherches ou dans notre enseignement. Moi, je l'enseigne dans un des cours, entre autres, d'un point de vue assez interdisciplinaire, mais principalement en sciences naturelles, en biologie, mais avec des aspects d'écologie, de géographie, de chimie. Puis j'ai des étudiants d'autres programmes aussi qui prennent ce cours-là. L'exemple de la centrale nucléaire de tout à l'heure, c'est le genre pas de débat, mais disons d'enjeux qu'on discute beaucoup. Est-ce qu'il vous arrive de travailler avec des collègues d'autres disciplines également? Oui, oui, mais pas tant que ça, ou pas encore beaucoup. Puis pour faire le lien avec l'enseignement aussi, c'est que souvent, disons qu'on va aller plus en profondeur pour aller développer des compétences spécifiques dans notre champ d'expertise très précis. Et on va s'en éloigner un petit peu pour des grands enjeux qui touchent plusieurs champs. Plus on va aller vers l'interdisciplinarité, ou même, on parle beaucoup d'intersectorialité au Fonds de recherche du Québec. Au lieu d'avoir de la chimie et de la biologie, on va avoir carrément les sciences humaines, les sciences de la santé, les sciences naturelles. Mais ça, il y a quand même un certain défi à le faire parce qu'on est tous assez experts dans notre propre domaine. On est tous très experts dans notre propre domaine. Puis la plupart du temps, je pense que les enjeux sont relativement partagés, mais la façon de faire, le vocabulaire, les approches sont complètement différentes. Parfois, on a peut-être tendance à s'instrumenter un petit peu dans les deux directions. On pense que la personne en sciences sociales, en sciences politiques, fait ce qu'on pense qu'on a besoin et vice-versa. Ouais. Puis parfois, en discutant, on se rend compte que finalement, la question de départ, on est très, très loin de pouvoir l'aborder parce qu'on doit d'abord placer quelques blocs, quelques enjeux, quelques frontières en recherche en cours de route, ce qui est super intéressant en tant que tel parce que ça fait émerger des nouvelles frontières en recherche. Sauf qu'on se rend compte qu'on doit reculer un petit peu dans nos ambitions parce qu'il faut d'abord placer quelques pièces en cours de route pour se rendre là. Ouais, ce qui est intéressant, c'est que même la recherche avec autrui, c'est-à-dire avec des gens d'autres disciplines, est en elle-même une forme de recherche. C'est-à-dire que, parce que comme vous le disiez, lorsqu'on va travailler avec une autre discipline, on ne vient pas chercher des réponses, on vient aussi chercher des questions. C'est ça qui m'apparaît très intéressant. Super intéressant. Je suis d'accord avec ça. Pour la question de l'enseignement, pour commencer avec la question de l'enseignement, moi, je suis un peu comme un outsider. En sciences sociales, fondamentalement, les problèmes dont on est en train de discuter sont des problèmes physiques des sciences naturelles et on peut pas s'en cacher. Alors moi, quand j'enseigne un cours, mettons, sur politique climatique au 2e cycle, au 3e cycle, à cause de la multidimensionnalité du problème des changements climatiques, c'est très complexe, puis il y a différentes approches, il y a différentes sciences qui rentrent en compte. Je dois être interdisciplinaire dans mon cours. Donc, c'est un cours de sciences politiques. Fondamentalement, on aborde les questions d'une perspective politique, mais j'ai pas le choix. On va parler de la philosophie morale, qui est, moi, je suis un politologue, mais on lit des philosophes dans mon cours. On lit les économistes et les débats entre les économistes, Stern, Nordhaus, etc. On va lire le rapport du GIEC et les différents groupes de travail, donc les sciences naturelles. On va lire aussi les approches plus sociologiques qui ont leur propre atout. Et ensuite, on va aborder les questions politiques parce qu'on peut avoir différentes conceptualisations du même objet d'étude. Donc, pour les économistes, les changements climatiques, les problèmes environnementaux, c'est une question d'externalité. Puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un prix sur les externalités, puis on va s'arranger comme ça. Puis, les politologues vont arriver, puis ils vont dire « Wow, attendez, là, ça ne va pas passer comme du beurre comme vous pensez. Attention. » Même chose pour la question de science. On va dire, Greta Thunberg nous dit que la science est claire, écoutez la science. Mais qu'est-ce qu'on entend par écouter la science? Ça veut dire quoi exactement? Parce que les sciences, oui, portent une certaine possibilité d'arriver à une vérité,
On s'approche un peu aux impacts, aux conséquences, aux causes, mais en même temps, ça se prononce pas forcément sur les solutions à prendre et les questions de valeur. On ne règle pas les questions de valeur à travers cette perspective. Donc, dans une perspective de sciences politiques, on voit plutôt la question des changements climatiques, oui, peut-être comme un problème d'action collective, mais de plus en plus, on voit ça comme un problème de politique. En anglais, on a un concept distributive politics, donc politique distributif, pardonnez-moi mon anglicisme. Mais les problèmes environnementaux vont créer des nouveaux gagnants et des perdants. Et les solutions aux problèmes environnementaux vont aussi produire des nouveaux gagnants et des perdants. Et c'est le nerf de la guerre. Et donc, dans un cours comme je le présente, on aborde toutes ces questions-là pour voir, OK, au fin du compte, quel est le discours des experts? Et ensuite, ce discours-là, rendu au bout, ça crée quelle force politique et comment on fait pour, justement, quelles sont les institutions, comment cadrer ces luttes-là. Sur la question de la recherche, moi, je pense que puis je veux faire davantage de collaboration avec vous parce que je pense qu'on va se nourrir mutuellement. Mais parfois, j'ai un petit punch à donner, que c'est parfois on met les sciences sociales de côté, on les emmène pour dire, OK, eux vont parler des enjeux EDI ou ils vont parler des enjeux qui sont un peu sexy à l'heure actuelle, alors que fondamentalement, je pense que les sciences sociales peuvent jouer un rôle plus important dans les recherches interdisciplinaires sur l'environnement parce que c'est nous qui pouvons mettre sur la table les différents enjeux et ensuite on peut avoir les différentes perspectives scientifiques. Donc, au lieu de faire le contraire, je nommerai pas des projets auxquels j'ai travaillé, mais ça a été mon impression que les sciences naturelles, c'est eux qui vont résoudre le problème et les sciences sociales vont comme régler les externalités, si on veut. Mais moi, je vois ça un peu contraire, ou au moins qu'on peut s'enrichir mutuellement, en avoir des dialogues. Et c'est quoi l'interdisciplinarité? C'est une bonne question. Il y a plusieurs définitions. Je ne prétends pas avoir la définition, mais je pense qu'à l'intérieur d'une bonne définition de l'interdisciplinarité, il y a la notion de la capacité d'écoute, de comprendre, un vouloir de comprendre un peu la perspective d'autrui et de l'intégrer dans notre perspective pour arriver à une approche une compréhension un peu plus complète du phénomène complexe et multidimensionnel qui nous préoccupe tous. Mais pour revenir aux étudiants et aux étudiantes, parce qu'on a parlé parfois des difficultés d'arrimage en fait entre les différentes disciplines. Parfois, parce que vraiment, on a l'impression qu'on n'a pas la même méthodologie, on n'a pas le même vocabulaire. Évidemment, le clivage est plus grand en sciences humaines, sciences sociales, avec les sciences dites naturelles, qui elles peuvent avoir, disons, peut-être plus facilement des accords, et de la même façon, sciences sociales, sciences humaines vont avoir un langage qui est plus facilement commun. Mais une chose que ça pose comme question, c'est au niveau de la formation des étudiants, parce que vous disiez qu'il y a l'interdisciplinarité, c'est aussi une écoute. Peut-être qu'il y a une formation à l'écoute. Et ce qu'on voit, en fait, c'est qu'il est un peu difficile. On le voit, certains étudiants, par exemple, qui, dans mon cours en éthique de l'environnement, viennent de sciences biologiques, ou de nos étudiants qui s'intéressent aux enjeux environnementaux et qui veulent aller suivre des cours de biologie, mais qui n'ont pas nécessairement, disons, toutes les capacités pour être vraiment en mesure de suivre des cours. Est-ce qu'il nous manque quelque chose, en fait, pour favoriser cet apprentissage de l'écoute, pour faire en sorte que la collaboration entre les disciplines soit pas simplement, disons, un rapport de complémentarité, mais peut-être même d'apprentissage, c'est-à-dire que des sciences comme la biologie puissent apprendre quelque chose, pas seulement en biologie, mais aussi du point de vue méthodologique ou épistémologique aux sciences politiques et vice-versa. C'est-à-dire qu'à un moment, ce ne soit pas simplement une complémentarité, mais tout à coup vraiment de quelque chose on découvre, pas simplement en termes d'objets, mais aussi de méthodes. Peut-être que ça commence par la formation étudiante, peut-être qu'il manque de paliers, de courroies de transmission qui rendraient plus facile le passage entre les disciplines. Je sais pas, j'ai pas
personnellement, de vision, de réponse claire à ça. C'est beaucoup, en tout cas au niveau de la recherche, puis de ma propre expérience, puis les gens qui m'entourent aussi, c'est beaucoup quelque chose qui se développe. L'écoute, je pense qu'il y a différentes personnes qui ont différentes prépondérances à l'écoute, mais quand même apprendre à bien collaborer, à bien s'ouvrir, puis à être ouvert aux perspectives des autres. Je pense que, surtout dans un contexte où c'est très, très loin de notre expertise, dans notre zone de confort, ça s'en prend beaucoup avec le temps. En tout cas, ça a été fait comme ça pour moi et pour beaucoup de mes collègues. À savoir, est-ce qu'on devrait, par exemple, avoir une formation spécifiquement là-dessus, avoir des cours peut-être au premier cycle ou au cycle supérieur, peut-être pas nécessairement dans un parcours en recherche, peut-être plus dans un... on a ici un programme en environnement et développement durable qui est interdisciplinaire. Je ne sais pas si... L'enjeu qui est toujours là, c'est qu'il y a, en anglais, on dit breadth versus depth. Là, il y a un enjeu entre, disons, la portée et la profondeur. Ou je ne sais pas comment bien traduire. Oui, ou qui embrasse trop est très mal. C'est-à-dire que ça devient tellement large qu'on n'arrive peut-être plus à s'approprier. Fait que je ne sais pas si ça doit tout venir de la formation ou si on doit donner des opportunités professionnelles dans le cadre de formation pour aller développer ça dans le cadre de stage. Je pense que je n'ai pas de solution. Non, mais de toute façon, c'est une question ouverte. Il s'agit simplement de voir, parce que le type de problème qu'on voit souvent, c'est-à-dire qui sont identifiés à la recherche, parfois on a tendance à négliger que la recherche, forcément, elle vient quelque part. C'est-à-dire elle vient aussi d'un type de formation. Et toute la question est de savoir si est-ce que notre formation, en fait, reproduit finalement des fermetures ou est-ce qu'elle permet l'ouverture. Et parfois, il ne s'agit peut-être pas de penser uniquement en termes de formation au sens strict, c'est-à-dire au sens de cours avec crédit, etc., mais d'essayer de voir comment on peut construire des passerelles qui à la limite peuvent passer par d'autres mécanismes et qui sont à la disposition des étudiants et des étudiantes. Et je pense que c'est très intéressant la discussion. On a besoin d'un certain ancrage disciplinaire, même à l'intérieur de quand on étudie, justement pour éviter le breadth. Là, on connaît, c'est très large, mais finalement, il y a un manque de profondeur, il y a un manque de maîtrise des méthodes puis des paradigmes qui sont dominantes dans une discipline. Je pense que c'est fondamental. Là où il y a un petit défi, c'est après ça, comment sortir de cette perspective-là pour être ouvert. Donc, la question d'ouverture, elle est très importante. Et je viens de penser à ça. Là. Je pense que vous avez mis le doigt sur un mot très important, c'est l'épistémologie. Un cours sur l'épistémologie des sciences dans un programme interdisciplinaire pourrait justement favoriser cette ouverture-là pour comprendre qu'il y a différentes façons à arriver aux connaissances. Même à l'intérieur d'une démarche scientifique que j'enseigne en sciences politiques, c'est la même démarche qu'on soit en sciences naturelles ou qu'on soit en sciences sociales. La démarche scientifique, c'est une façon de construire des connaissances, une façon très importante, très intéressante. Et c'est important que tout le monde ait cette certaine base-là. Donc, ça peut favoriser des bons projets de recherche, des bons mémoires de recherche, peu importe dans quelle discipline on s'y trouve. Mais en même temps, ça pourrait forcer une ouverture en sachant que, en comprenant un peu les débats épistémologiques, les limites des différentes façons de développer des connaissances, parce qu'il y en a des limites. Puis il faut être... je pense que faut être reconnaissant de ces débats-là, même si on a un certain ancrage dans un domaine de sciences naturelles. Je trouve ça fascinant, là, les questions d'objectivité, intersubjectivité, comment les sciences, les connaissances scientifiques, c'est un construit social, finalement. Et donc, avoir cette ouverture-là, puis apprendre ça dans un programme interdisciplinaire, je pense que ça pourrait justement favoriser l'écoute et mener à des meilleures mémoires de maîtrise. Parlant de mémoire de maîtrise, je ne sais pas dans ton domaine, moi je constate de plus en plus, autant au bac, au premier cycle, aux études supérieures, les étudiants et les étudiantes ont vraiment un intérêt d'avoir un impact, de faire une différence, d'être impliqués dans la société. Puis de plus en plus, ils recherchent des projets de recherche
qui auront un lien avec les milieux utilisateurs de connaissances, avec l'industrie, avec les gouvernements, avec... ils aiment avoir des partenariats. Puis de plus en plus aussi, on a du financement à recherche qui est dédié pour répondre à des enjeux spécifiques dans la société et tout ça. Puis souvent, justement, ça va demander d'avoir une collaboration interdisciplinaire, voire même intersectorielle. Souvent, il y a des programmes spécifiques. Fait que je pense même avec pas naturellement, parce que c'est un petit peu imposé avec les contraintes de financement, mais je pense qu'on s'en va vers là, même au niveau de la recherche. De plus en plus, on n'aura comme pas le choix on n'aura pas le choix de s'attaquer à des grands enjeux de société. Et tu l'as mentionné, tu as martelé ce point-là depuis le début, puis je suis très d'accord. Il ne suffira pas de documenter l'impact sur l'environnement, mais il faudra aussi savoir comment transposer ces connaissances-là pour qu'il y ait une prise réelle de décision dans la société. Oui, puis je pense qu'on s'en va vers là. J'aimerais justement vous entendre pour conclure sur l'impact des sciences dans le débat public. C'est-à-dire, là, on a déjà ouvert la porte, c'est-à-dire qu'on voit que les étudiants, les étudiantes ont une volonté d'apprendre pour faire quelque chose, pour transformer les choses. Est-ce qu'il y a quelque espoir, en fait, que, non pas que la science puisse résoudre les problèmes, mais en tout cas fasse partie de la solution, ou ne serait-ce que, par exemple, dans la correction de la désinformation ou ce genre de choses? Oui, donc, juste pour... tantôt, on parlait de co-construction. Je pense qu'on s'en va vers ça, puis c'est très important. Alors, il faut reconnaître un peu le rôle des sciences et des différentes sciences à l'intérieur de cette co-construction-là, qui peut aussi amener des partenaires de la société civile, de l'industrie, des gouvernements, etc. Moi, je vois le rôle des sciences en tant qu'un rôle important pour identifier, mesurer, analyser les problèmes environnementaux, développer des indicateurs qui sont là pour documenter vers où on s'en va. Est-ce qu'il y a une amélioration ou pas? Ce sont des informations fondamentales pour la prise de décision publique. En même temps, en reconnaissant les limites de la science en termes de leur capacité de résoudre les controverses seules, non. Parce que les controverses environnementales sont parfois exacerbées par la science elle-même. Donc, reconnaître ça, reconnaître les interprétations divergentes et trouver des lieux, justement, de dialogue et de trouver un terrain en commun, je pense que c'est fondamental. Nous, en politique publique, en sciences politiques, mais plus spécifiquement parlant de discipline et sous-discipline, on a tendance à faire ça. C'est peut-être pas la meilleure chose, mais en politique publique, souvent on parle de phase de politique publique. Comment le gouvernement va gérer un problème. Et il y a différentes phases pour simplifier: la phase de la mise à l'agenda, la phase de la spécification d'alternatives, de solutions, si on veut, et la phase de mise en œuvre. Et je pense que reconnaître le rôle de la science et des scientifiques à l'intérieur de ces différentes phases-là est très importante, à savoir que c'est surtout à la mise à l'agenda que les scientifiques peuvent avoir un plus grand rôle sans être trop controversés, parce que c'est ici qu'on va convertir des conditions en problèmes. Les changements climatiques en soi, c'est une condition. C'est pas un problème. Ça prend une interprétation. Ça prend une certaine transformation, une reconnaissance d'une condition qui va être transformée en problème, qui va être mise à l'agenda. Et c'est un grand succès lorsqu'on parle des changements climatiques dans les années 80-90, la mise en œuvre des changements climatiques qui est depuis ce temps sur l'agenda public. Mm-hmm. Il y a très peu de gouvernements qui vont dire que les changements climatiques n'est pas un problème. Mm-hmm. À quelques exceptions. À quelques énormes exceptions. Mais bref, ne serait-ce que ce problème-là est reconnu, puis on a des institutions internationales, on a des groupes de travail qui travaillent là-dessus. Alors, la science joue un rôle en termes de spécification d'alternatives, de solutions. Les différentes sciences ont une opportunité ici, mais il faut savoir que leur pouvoir est un peu plus contraint ici, parce que c'est ici qu'ils vont s'affronter aux luttes de pouvoir. Il y a vous avez parlé de la mésinformation tantôt et tout. Maintenant, c'est pas comme si les solutions nous manquent. On a des solutions, mais on est en train de les contester. Il y a des forces politiques qui contestent, mettons, les coûts. Ils vont exagérer les coûts.
ils vont exagérer l'inefficacité des solutions, finalement, et ils vont trouver d'autres raisons pour s'y opposer. Et donc, il y a plein de mésinformations qui circulent aujourd'hui, qui vont remettre en question, par exemple, l'efficacité de l'énergie solaire, parce que finalement, les panneaux solaires ont plus un empreinte carbone. C'est la mésinformation, mais lorsque ça sort dans le discours public, il y a plein de gens pour qui ils ne savent plus croire après. Donc, le rôle de la science est aussi pour venir corriger. C'est toute une tâche. Je ne dis pas que ça va être facile, mais la science, il faut absolument intervenir dans le débat public, justement, pour contrecarrer cette mésinformation-là. Jean-François? Je suis tout à fait d'accord avec ça. Il y a plusieurs choses là-dedans. Je ne sais pas si c'est toujours le rôle, là je mélange peut-être un peu les concepts, de la science, ou en tout cas ou de la scientifique d'intervenir dans le débat public, mais certainement que le débat public doit se baser sur la science. Par exemple, on parlait du rapport du GIEC tout à l'heure. Il y a dans le rapport du GIEC des mesures quantifiables avec assez près d'un coût économique, avec beaucoup d'incertitudes, pour régler, entre guillemets, le changement climatique. En tout cas, pour ramener les émissions à un niveau qui, d'ici 2100, devrait être neutre, voire négative, et stabiliser le réchauffement à 1,5 degré. Elles sont connues. Il y a tout plein de solutions qui existent, mais il y a beaucoup de débats ensuite sur l'efficacité, de débats, plus une polémique, mais sur l'efficacité ou le retour sur l'investissement de ces phases-là. Donc, c'est beaucoup comment transposer ces connaissances-là. Je ne connaissais pas ces 3 phases-là, la mise à l'agenda, le déploiement, tout ça. Je ne suis même pas capable de les renommer, mais justement, là, c'est là que c'est intéressant peut-être parce que, là, je parle au nous, je ne peux pas parler pour tous les chercheurs en sciences naturelles, mais on tend à identifier nos propres enjeux, on a nos propres opportunités au jour le jour, des gens qui nous contactent, puis souvent, on va former un peu, on va avoir une certaine vision indépendante en recherche qui va être disons, bonifiée d'opportunités de partenariat en cours de route. Mais, encore une fois, je dis nous au sens large, mais je ne pense pas qu'on connaît bien ces différents, cette mécanique-là derrière la prise de décision. Et moi, je demeure convaincu qu'il y a une grande proportion de la communauté de recherche, pas tout le monde, parce qu'il y a des personnes qui veulent que faire de la recherche fondamentale qui n'a pas de portée applicable à court terme. C'est très correct, ça en prend beaucoup. Mais je pense qu'il y a beaucoup, surtout chez les jeunes, pas les jeunes, mais disons la relève en recherche, qui veulent avoir un impact. Puis de savoir quels sont les besoins des connaissances pour, disons, avoir un impact sur l'opinion publique, avoir un impact sur la prise de décision. Si on savait de quelle information les gouvernements ont besoin ou les industries ont besoin pour... Est-ce que c'est de connaître, de mieux quantifier l'empreinte carbone des panneaux solaires, par exemple? Probablement que c'est assez connu, mais là, ensuite, si on connaissait l'hydroélectricité, du charbon, là, Hydro-Québec, ces temps-ci, font face à un enjeu qu'on commence à bien connaître l'empreinte carbone de l'hydroélectricité, mais là, ils font face à des lobbies aux États-Unis qui disent que c'est l'empreinte eau. Il y a trop d'évaporation des barrages, donc on perd beaucoup d'eau, le charbon. Il n'y a pas du tout d'eau qui est perdue lorsqu'on brûle le charbon. Et donc, il y a des angles là, donc Hydro-Québec est en train de quantifier l'empreinte eau de leur barrage hydroélectrique pour être capable de vendre l'électricité aux États-Unis. Bien, c'est justement ce genre d'exemple dont c'est comment on peut contourner la science pour servir à des intérêts économiques et politiques. J'aime bien ce que tu as dit tantôt sur, à savoir, les chercheurs ont besoin de savoir quelles sont les connaissances nécessaires pour prendre les meilleures décisions. Et c'est ici qu'on voit très bien que les deux visions de science, l'idée que la science « truth speaking to power », pardonnez-moi de mon anglais, mais la vérité qui va informer les décisions politiques, mais qui est basée sur une vision de la science qui est la science est séparée de la politique. Mais c'est pas du tout comme ça, parce que la science, elle est fondamentalement politique, parce qu'elle a besoin de la politique justement pour lui dire vers où, quelles sont les questions à se poser présentement, où sont les enjeux présentement, mais c'est fortement une question politique. Et inversement, la politique a besoin de la science pour prendre des décisions éclairées, comme tu dis. Donc, c'est cette idée de co-construction-là, c'est fondamental. Je sais que je le martèle depuis tantôt, mais j'espère que j'ai réussi à faire passer le message.
ce qu'on peut voir de façon générale, en fait, dans les discussions qu'on a, c'est que la question scientifique, en fait, doit être traitée de manière scientifique, c'est-à-dire laisser l'opportunité à la science de faire son travail, sans pour autant qu'elle soit complètement dupe, en fait, disons, du fait qu'elle est un peu en dehors du débat public, c'est-à-dire qu'elle participe au débat public, mais elle a une autonomie. Elle n'est pas le produit du débat public. Autrement dit, vous disiez tout à l'heure que la science est foncièrement politique, mais pas au sens où c'est le politique qui détermine en fait ce que va dire la science. Et donc, il y a un échange mutuel qui doit être fait entre les deux. Alors, je vous remercie beaucoup en fait de ces entretiens. C'est vraiment passionnant et j'espère que nous pourrons les poursuivre sous une forme ou une autre. Merci beaucoup. Merci. Merci.